Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 12 de cette Vuelta 2021. On reviendra sur une étape qui a été quand même assez animée avec un Français qui s'est mis en avant. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage quand vous abonnez. Vous pouvez, et ça ce n'est pas obligatoire, mettre la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, et puis vous pouvez mettre un pouce bleu, comme ça permet de voir si la vidéo vous a plu ou ne vous a pas plu. Étape animée, ce qui n'était pas vraiment une surprise vu le parcours autour donc de Cordoue. Et oui, je n'ai pas fait espagnol, donc je n'arrive pas à traduire le nom des villes en espagnol, c'est mon gros problème. Donc étape de 175 km avec un parcours autour de Cordoue, Cordoba donc en espagnol. Et l'étape qui a été très très animée, très spectaculaire, cette étape numéro 12. Vraiment, moi j'ai pris encore du plaisir, mais depuis le début de cette Vuelta, je prends beaucoup de plaisir à regarder les étapes. C'est très très animé. Comme quoi il suffit, c'est peut-être la Vuelta pour le moment qui est la moins montagneuse depuis 10 ans, hein, je dirais. Et pourtant c'est la Vuelta peut-être avec laquelle, ou le Grand Tour déjà cette année, avec lequel je prends le plus de plaisir à regarder. Peut-être aussi parce que c'est serré au niveau du classement général pour le moment, mais même, on a quand même des étapes sacrément rapides hein, depuis le début. Alors là, on a beau dire, mais hier, 46,802 de moyenne, avec quand même 2000 mètres de dénivelé positif, et dans la dernière partie d'étape, ça a roulé extrêmement vite dans la journée, et l'échappée a mis... là encore 80 bornes à sortir, enfin c'est assez exceptionnel quand même depuis le début de cette Vuelta. Je pense que le fait qu'on ait une Vuelta hyper rapide hein, depuis le début, forcément dans les 3-4 derniers jours ça va avoir des conséquences parce que les coureurs là, je pense, sont déjà très fatigués. Mais ça roule à une vitesse de dingue et comme quoi... moi, cette année j'aime bien cette Vuelta. Voilà, j'aime bien comment elle a été conçue, réfléchie en amont. Des fois, moi je reprochais à la Vuelta, c'était d'empiler les étapes de montagne, les unes derrière les autres, tous les jours c'était arrivée montagneuse. Là, on a décidé de retrouver des étapes pour sprinters, de remettre des arrivées un petit peu techniques aussi. Là, ce circuit était très bien en plus, donc non, belle étape autour de Cordoue. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je vais commencer avec Romain Bardet. Romain Bardet qui a attaqué, Romain Bardet qui a pris des points pour le classement de la montagne, Romain Bardet qui a réduit l'écart avec Damiano Caruso. Il n'y a maintenant plus que 4 points entre les deux, 27 pour Bardet, 31 pour Caruso, et puis cette attaque dans le final. C'était bien tenté. Alors, pour tout vous dire, je regarde la course, vous savez, par des liens... je ne vous conseille pas de faire ça, mais qui ne sont pas toujours légaux, vu que je n'ai pas Eurosport. Et là, mon lien a pété en fait pendant l'étape. Donc vraiment le lien est pile au moment où Bardet a attaqué, tu vois, quand j'ai du cul. Donc c'est-à-dire que pour retrouver un lien potable, ça m'a pris au moins 3 minutes, surtout que j'étais en train d'uploader en même temps. Donc c'est pas forcément l'idéal, mais bon, pour que les vidéos paralympiques arrivent à 20h, faut uploader avant, donc pendant l'étape. Et j'ai perdu mon lien, et quand j'ai vu Bardet était déjà parti, il prenait les points en haut du classement de la montagne, donc voilà, c'était un petit peu compliqué de ce côté-là. Mais donc Romain Bardet pour moi, c'était une bonne tentative à 4 coureurs. Et puis de toute manière, ça montre que les jambes sont là. Les jambes sont là, mais j'avais eu quand même peur parce que la chute était très violente. Cette chute lors de l'étape 5 de tête, où il est tombé, on lui a mis le genou dans l'axe. Enfin, j'ai rappelé plusieurs fois l'histoire, mais c'est quand même quelque chose d'assez improbable de réussir à repartir le lendemain et ensuite de réussir à être performant au bout de 3-4 jours. Et là, il a retrouvé l'état de forme qu'il avait sur le Tour de Burgos. Il est vraiment bien, il est en jambes. Maintenant, il y a l'objectif classement de la montagne, très clairement pour lui. L'objectif également d'en claquer une. Il en a la capacité, parce que quand on regarde aussi cette dernière semaine de compétition,
Ça va être intéressant. Bon, il va y avoir déjà l'étape numéro 15. Je pense qu'une échappée peut aller au bout. Pourquoi pas également s'échapper sur l'étape 14 pour prendre des points au classement de première catégorie, mais l'étape 15 va être intéressante, beaucoup de causes. Il y aura l'étape 17 également, 17, 18, 19 en début de journée, si ça arrive à sortir, mais je dirais plutôt l'étape 20, qui me semble aussi intéressante, avec un col de première catégorie aussi, avant l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai oublié le nom de la ville. Après ce contre-la-montre de 34 km, mais il y a plusieurs possibilités, donc moi je me dis pourquoi pas pour Romain Bardet pour le classement de la montagne et pour en claquer une. Il y a des étapes qui correspondent peut-être plus à son profil de coureur là dans les jours à venir. Je continue avec Anthony Roux qui finit 8e de l'étape. Et bon, dis donc, je vais y arriver. Anthony Roux, il est toujours là, le coureur français. Ça fait partie des coureurs qu'on oublie souvent. 34 ans, Anthony Roux. Vainqueur d'une étape du Tour d'Espagne, c'était il y a plus de 10 ans, 2009, pour dire la longévité quand même du bonhomme. Vainqueur du Circuit de la Sarthe en 2011, 3e du Grand Prix de Québec en 2016, de la Classique à Saint-Sébastien en 2018. Vainqueur du championnat de France également, Anthony Roux, qui a renouvelé. Qui n'a pas encore renouvelé, si je sais plus. Il n'est pas marqué comme renouvelé, mais je croyais que j'avais lu qu'il avait déjà qu'il avait repris un contrat d'1 an ou de 2 ans chez Groupama, Anthony Roux. Mais là, ça n'est pas marqué du côté de Pro Cycling Stats. Mais Anthony Roux, là, c'est un coureur qu'on oublie souvent, qui fait souvent l'équipier, mais quelquefois on lui donne sa chance, et quand on lui donne sa chance, souvent on est bon. C'est quand même un coureur qui a 16 victoires professionnelles, qui a participé à 14 grands tours, donc très grosse expérience, 22 classiques, 22 monuments aussi. Donc ça, c'est pas tous les jours. Sacré coureur quand même français. C'est un coureur qui est un peu sous-estimé parce que il a peut-être pas gagné 150 grandes courses. Sa dernière victoire date de 2018 sur le Tour du Limousin. Vainqueur du championnat de France également en 2018. Vainqueur d'une étape du Tour de Burgos en 2013. Il y a eu des gros trous. Il avait commencé à gagner énormément sur son début de carrière. Il y a eu une pause, on va dire. Quasiment une seule victoire entre 2011 et 2015. Et puis voilà, depuis 2018, il gagne plus, mais c'est quand même un équipier aussi important. Et c'est un coureur qui est capable de faire des belles perfs. 34 ans, réussir à faire 8e sur un sprint, c'est quand même pas mal. Hein. Alors après, quand on voit Cavendish, c'est sûr que... mais je rappelle qu'Anthony Roux est pas un pur sprinter, donc non, belle perf, il y a du punch, c'est un bon coureur. C'est un coureur, quand il partira à la retraite, je pense qu'on lui fera pas beaucoup d'hommages, et pourtant, c'est un coureur qui mériterait un peu plus Anthony Roux, parce que belle longévité de carrière, et puis c'est un coureur qui a eu des bons résultats aussi, et peut-être sous-estimé en France. Le fait également qu'il soit resté dans la même équipe n'a pas aidé, parce que je pense que s'il avait rejoint, je sais pas, BNB Hotel, il aurait été leader. Il aurait peut-être pu gagner plus de courses, mais il a été toujours fidèle à Marc Madio. Et puis je termine avec AG2R. Petite déception pour moi du côté d'AG2R. Clément Venturini n'est pas dans le final. Ni Calmejane, ni... voilà, il y a un seul coureur qui est dans le groupe de tête. C'est, Michael Cherel. Qui revient bien, Michael Cherel, parce que il était quand même nulle part au mois de mai. Il en a parlé en interview. C'était sur la chaîne Équipe, c'était le Tour du Burgos, je pense, où il disait qu'il pouvait même pas lever le bras au mois de mai. Enfin voilà, il revient également d'une belle situation compliquée. Il y avait Nistan de Wolf aussi. Voilà, j'ai l'impression que chez AG2R, cette fin de Volta va pas être facile. Après, du côté de Bouchard et Champoussin, peut-être qu'on a aussi perdu du temps pour ensuite jouer les échappées dans la dernière semaine, mais j'ai l'impression que physiquement, on commence à être un petit peu en difficulté, ce qui me semble surprenant, par exemple, du côté d'un Lydian Calmejane, qui est quand même, qui a seulement 42 jours de course. Après, il a beaucoup roulé depuis le mois de juillet, mais c'est un peu surprenant, je trouve. Attaque de Marlou! On passe au coureur au top. Premier coureur au top, le vainqueur du jour, Magnus Cort Nielsen. Le coureur danois, nouvelle victoire sur cette Vuelta. Sur la Vuelta, c'est la combienième?
Ça me rappelle un petit coureur italien qui gagne toujours sur le Tour d'Italie. 5e victoire sur la Vuelta. 2 en 2021, 2 en 2016, une seule en 2020. Mais bon, il commence à les collectionner. Plus sa victoire sur le Tour de France. Il ne manque plus qu'une victoire sur le Giro. Pour faire le triple, non, le triple-double. Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Il faudrait qu'il y ait un nom quand tu gagnes, sur les 3 grands tours. Il faudrait qu'il y ait un nom comme au basket. Mais Kurt Nielsen, il a très très bien géré. Il faudrait quand même saluer son lanceur du côté de chez EF parce qu'il a été très bon. Ça devait être que l'heureux. Oui, que l'heureux, c'est le seul qui est dans le bon groupe. Qui a fait un sacré job quand même dans le final. Il a lancé... ça va être 850. Il a remonté le peloton, ouais, ça devait être aux 850 mètres. Il a tenu jusqu'aux 250, quoi. Non, mais sacré perf quand même de Kekelero. Hein. Quand il a remonté le peloton, pourtant il y avait des équipes qui étaient bien en place, notamment de Koenig, mais il a remonté le peloton avec Kurt Nielsen dans la roue, bam. Puis Kurt Nielsen, sacré perf aussi, parce que la veille, il est quand même, il finit en zigzag en haut de cette côte sur l'étape numéro 11, et là, sur l'étape numéro 12, bam, il arrive à refaire un sprint sur une étape qui s'est quand même courue à quasiment 47 de moyenne. Sacré perf. Sacrée capacité de récupération également pour Magnus Cort Nielsen, vraiment très bon. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Bien emmené. Quand je l'ai vu que les remonter, je me suis dit s'il tient, c'est la gagne. S'il tient, c'est la gagne, et ça a été le cas. Donc bravo Cort Nielsen, même si ça s'est joué de pas grand chose par rapport à Badjoli, mais tu sens que sur la fin du sprint, il manque un peu d'énergie, mais voilà, c'est quelqu'un qui a, je pense, une énorme résistance à l'acide lactique, à la douleur. Cort Nielsen, et pour EF, c'est des victoires importantes parce que EF a eu jusqu'à maintenant une saison un petit peu décevante. Sur cette Vuelta, normalement, il y avait un leader qui était Hugh Carty, qui au final n'a jamais été performant, et l'équipe a quand même perdu Simon Kerr également. C'est pas une grande saison de la part de EF. L'année dernière, ils avaient fait une très grosse saison. Mais il sauve bien la mise là, Cort Nielsen, avec ses 2 victoires sur la Vuelta. Je continue du côté des coureurs au top avec Badjoli. Encore une fois, belle étape. Alors là, je suis un peu moins surpris que sur d'autres parcours parce que Badjoli, c'est quand même un coureur qui est performant sur les courses de ce type. En plus, il avait remporté la Drôme Classique, qui, on peut dire, c'est un enchaînement de petites difficultés. Là, voilà, il fallait gagner au sprint, mais très très fort. Il est performant quand même, Badjoli, cette année. C'est que sa 2e saison dans une World Tour. Il a commencé... il s'était entraîné chez UAE fin 2018, mais sans grand résultat. En 2019, il était dans le team Colpack où il avait remporté le petit Tour de Lombardie, ce qui permet de savoir que c'est un coureur qui aime les étapes et les classiques pour puncher. En 2020, il a rejoint De Koenig Quick-Step avec notamment 2 victoires sur le Tour, sur la semaine internationale Copier-Bartali, et une victoire sur le Tour de l'Ain sur la première étape. Donc voilà, c'est un coureur qui est très performant en ce moment. C'est sa 2e Vuelta aussi. Donc il a l'habitude. Enfin, il n'a pas l'habitude, mais il a quelques repères sur ce parcours-là. Et puis, bon rapport poids-puissance quand même, Badjoli. Parce que 1m76, 60 kg. Voilà, c'est quand même intéressant ça aussi pour un coureur. Et puis je termine avec Großschartner, avec un S7. Pour ceux qui ne sauraient pas, le S7, c'est comme un double S en allemand. Voilà, c'est ce petit B avec une queue qui descend un peu plus bas. Felix Großschartner, donc, qui finit 6e de l'étape. Großschartner, il fait quand même une belle Vuelta. On n'en parle pas beaucoup, mais il est toujours dans le top 10 du classement général. Großschartner, il est 10e, même, voilà, à 5 minutes 38 de Hot Racing King, mais à 3 minutes de Henrik Mas, donc à 3h30 et des broutilles de Roglic. J'ai la flemme de calculer, il est 9h08 du matin, je peux vous dire c'est beaucoup trop tôt. Mais il est très performant, notre ami Großschartner. C'est bien pour ce coureur qui n'est pas forcément la star chez Bora Hansgrohe,
Hans Grohe, mais qui voilà, est aussi dans la même lignée que la Bora. Hein. Cette année, il y a eu une sorte d'émancipation quand même sur la deuxième partie de saison de Sagan. Parce que Sagan a quand même remporté une étape sur le Giro, mais on sent que sur cette deuxième partie de saison, depuis que on sait que Sagan part de l'équipe, il y a une sorte d'émancipation de certains grimpeurs qui, comment dire, étaient presque pris au piège par les sprinters, que ce soit Ackermann et Sagan. Et le fait de savoir que Ackermann comme Sagan partent et que l'année prochaine, il n'y aura que Jordi Meehoui, je sais pas, il y a une sorte de... Il y a eu un déblocage au niveau du cerveau chez certains coureurs, et c'est pas plus mal, et c'est vraiment bien, et Großschartner, sacré perf pour le coureur de la Bora, et belle satisfaction. Je passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, Michael Matthews, le coureur australien qui, on va me dire, je suis sévère, qui finit 3e. Je suis sévère parce que, en fait, chez Bike Exchange, ils ont couru, mais très mal en termes de stratégie. Matthews est très mal emmené pour le sprint, il faut le dire. C'est autant Matthews que la Bike Exchange. Pour moi, parce que Matthews, quand il lance son sprint, il n'y a pas grand chose qui se passe, et je pense que Matthews, on le met encore du côté des sprinters, alors que pour moi, ce n'est plus vraiment un sprinter. J'ai l'impression là, que je vais commencer à être flou, je m'en excuse, mais c'est la caméra, il manque de lumière, et là je ne peux pas réenregistrer plus tard, parce que sinon je vais être léger au niveau des délais. Je m'en excuse là, parce que je pense que je vais être flou sur le retour. J'ai l'impression, après le retour, c'est difficile à dire, parce qu'il est tout petit, mon retour caméra. Mais du côté de Matthews, ouais, c'est une étape difficile parce que ils s'aperçoivent pas quand Bardet part. Bardet prend très vite avec son petit groupe 30 secondes d'avance. Pourtant, il contrôle énormément toute la journée. Tu te dis, il n'y a qu'une échappée à 1 minute. S'il la laisse à 1 minute, ça va être pas trop mal. Je pense qu'en fait, ils ont voulu trop contrôler l'étape. Et c'est à créer ce mouvement de contre. Parce que s'il échappait au pied de la première difficulté à la 2,30 d'avance, tu te retrouves à se caler 1 minute d'avance avant la dernière difficulté et t'as pas ces contres qui sont effectués. Sauf que ils ont collé à l'échappée pendant toute la journée, ils l'ont laissé avec qu'une seule minute d'avance. Peut-être également pour virer certains sprinters, mais le problème c'est que ça a créé une situation de contre. Ensuite, ils ont énormément roulé la Bike Exchange. Sauf qu'à la fin, quand tu roules aussi vite dans le final d'une étape, et t'as plus personne pour lancer le sprint. Et Matthews, il se fait légèrement enfermer. Et complètement bloqué, et puis de toute manière, même quand il lance ce sprint, il n'y a rien qui se passe, quoi. Enfin, il n'y a vraiment rien dans le sprint de Matthews, et c'est inquiétant, vraiment. Ce coureur-là a été recruté comme sprinter chez Bike Exchange. Moi, je me dis en plus, est-ce que c'était le bon choix quand on a vu déjà ces dernières étapes où il n'a pas été extrêmement performant? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus intelligent de mettre Mesgeck en tant que sprinter numéro 1? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que Matthews, pour moi, c'est plus un sprinter. Donc là, sur une arrivée comme ça, avec Kurt Nielsen, c'était compliqué. Je continue du côté des coureurs avec Modolo. Pas dans le coup. Modolo. Pour moi, il pouvait passer ce type d'étape. À une époque, il passait ce type d'étape Modolo. Là, il finit loin. Au-delà de la 100e place, je sais plus où il est, Sacha Modolo, mais du côté d'Alpecin, c'est dommage, surtout que c'est lui maintenant qui va être la carte numéro 1 avec Philipsen qui est parti fiévreux. Pas rassuré quand même, quoi. Après, c'est là où on voit les limites de l'équipe Alpecin. Ils ont énormément de sprinters. Mais après, il en manque des grimpeurs. On voit que Jevine, ça tient pas la route. Très clairement, c'est pas suffisant. On voit qu'au niveau puncher, vous avez Sbaragli, mais autre que Sbaragli, c'est compliqué. S'il y avait un recrutement à faire pour cette équipe, ça serait de recruter des grimpeurs. Et je me dis, c'est dommage, il y avait Guita sur le marché. Ils n'ont pas pris Guita. Il y avait... il y a quelques coureurs, grimpeurs sur le marché qui ne l'ont pas recruté, c'est un peu dommageable. Parce que c'est une équipe qui a besoin de ce type de coureurs. Et puis je termine avec Trentin. Compliqué Trentin, 4e, encore pire que Matthews. Parce que lui, il est plutôt bien placé. Je trouve Matthews, à un moment, il se fait un peu enfermer dans un virage. C'est un peu compliqué. Trentin, lui, non. Et pourtant,
le sprint, il n'y a rien, quoi. Enfin, il arrive à se faire... Matthews arrive à le décoller de sa roue. Et Trentin, là aussi, hein, c'est inquiétant, parce que chez UAE, on pensait qu'il allait se refaire un peu la cerise. Au final, pas du tout, et c'est vrai que depuis 2019, depuis le confinement, il a assez disparu. Hein, cette année, meilleur résultat, 3ème place sur Gambegel et sur la Flèche Brabançonne, mais depuis le mois d'avril, il y a eu une 3ème place sur une étape du Tour de Slovénie, sur le Tour de Burgos, mais il manque un truc pour gagner. Et ça, pour moi, c'est un peu un problème pour Trentin, qui sera au championnat du monde, c'est déjà prévu à Paris-Roubaix, également au mois d'octobre. Bon, moi je trouve qu'il n'est pas en... C'est même pas un problème de condition physique, c'est que sur son sprint, là, il n'y a rien. Il n'y a rien, et pourtant il avait pris un peu de poids pour devenir meilleur sprinter. Est-ce que c'est pas une erreur? Peut-être. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, en pur sprinter, il est pas bon, et en sprinter puncher, il est plus bon non plus. Trentin, on va encore me dire que je suis méchant parce qu'il a fini quand même 4ème de l'étape. Étape numéro 13. Est-ce qu'elle portera chance aux coureurs entre Belmez et Villanueva de la Serena? Étape pour sprinter. Faire attention, il y aura un sprint intermédiaire à seulement 12 km de l'arrivée du côté de Don Benito. Et arrivée quasiment l'une des étapes les plus longues avec 204 km, ça devrait être assez calme, hein, normalement, entre Belmez et Villanueva de la Serena. Normalement sprinter, démarre, qui en a d'autres, peut-être Kort Nielsen pour tenter la passe de 2, parce qu'il n'y a plus tant que ça de grands sprinters, bien entendu Jacobsen, enfin voilà, quoi, il y a des possibilités pour certains coureurs. Ça va peut-être être un sprint un peu plus foufou que d'habitude, parce que Chambaille, dis donc. Du côté d'Alpecin, on n'aura peut-être pas envie de contrôler pendant toute l'étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!